Cette cassette se place à un niveau avancé de votre introduction à la succématique. Si vous n'avez pas écouté plusieurs fois les cassettes de base et mis en pratique les idées qu'elles déclenchent en vous, il vous sera difficile de bien saisir le sens et la portée du présent message. Peut-être, avant de continuer, vous faut-il revoir les miroirs magiques, l'intégrité mentale ou décision créative, et même quelques autres cassettes. Sans cette nouvelle préparation, les prochains concepts risquent de provoquer des blocages et des rejets tels que « ce n'est pas vrai » ou bien « c'est de la manipulation » ou bien encore « d'accord, mais je n'oserais jamais l'appliquer ». La cassette peut même vous culpabiliser et déterminer certains chocs émotionnels. Vous l'avez déjà constaté, les cassettes de succématique se comparent à des pilules au dosage assez fort. Alors, si vous n'avez pas travaillé avec elles depuis quelques semaines, sans doute est-il préférable d'arrêter dès maintenant l'écoute de celle-ci. Elle pourrait vous sembler longue et ennuyeuse, car vous ne la comprendriez pas. S'il le faut, arrêtez maintenant. Vous avez choisi de continuer. Très bien. Le savez-vous, quoi que vous fassiez ou ne fassiez pas, vous influencez les autres à chaque instant de votre vie. Oui, même si vous restez dans un coin et vous taisez, vous n'en influencez pas moins les personnes présentes, consciemment ou inconsciemment. Votre silence peut se comprendre comme un encouragement. Votre silence peut se comprendre comme une condamnation. Vous influencez. Même en votre absence, vous influencez. Même si vous perdez conscience, même si vous disparaissez, vous continuerez d'influencer par vos travaux, par vos écrits, par vos enfants et les enfants de vos enfants, parce que vous aurez fait et vous n'aurez pas fait. L'humble artisan du XIIe siècle, le créateur d'une statue qui vous a autrefois impressionné ou amusé, savez-vous qu'il vous influence toujours ? Cette statue se dresse non seulement au fronton de la cathédrale, mais aussi au tréfonds de votre inconscient. En vérité, vous n'avez jamais visité cette cathédrale lointaine, et vous n'en connaissez la statue que par une photo dans un magazine. Le photographe a su trouver un angle particulièrement intéressant. Il vous influence lui aussi, et le metteur en page du magazine et l'imprimeur. Vous avez négligemment abandonné le magazine sur une table à la portée de vos visiteurs. Vous allez les influencer un peu, ou qui sait, beaucoup. La faible durée de notre vie nous empêche de considérer nos influences selon leur vraie grandeur. Dans un siècle, par un samedi pluvieux, la petite amie du petit-fils de votre petit-fils retrouvera votre magazine dans une vieille malle du grenier. Ne croyez-vous pas l'influencer, elle aussi, par ce message d'outre-tombe, par cette photo que vous décidez aujourd'hui de ne pas détruire, non pour elle bien sûr, mais pour vous. Encore plus intéressée que vous, elle voudra, elle, visiter la cathédrale. La statue la passionnera tellement qu'elle fera des recherches et rédigera une monographie. Ses camarades d'études en tireront ce que nous sommes bien obligés, avec notre vocabulaire d'aujourd'hui, d'appeler un film. Ce travail pourra influencer les générations suivantes. Cette orientation que vous exercez et subissez, cette interaction avec les autres, cette interaction prolongée au-delà de la vie, elle a commencé avant votre naissance. Pourriez-vous nier avoir influencé votre mère du jour où elle sut que vous alliez naître? Et votre naissance ne fut-elle pas un événement marquant pour de nombreuses personnes? Et votre premier sourire, vos larmes et vos cris, vos premiers mots articulés, les imaginez-vous sans conséquence sur vos parents, puis les proches et les proches de leurs proches? Si vous jetiez le contenu d'un verre d'eau dans l'océan, si les courants le mélangeaient intimement et régulièrement à toute la masse maritime qui enserre le globe, chaque partie de l'océan se mettrait à contenir un tout petit peu de votre verre initial. Si vous remplissiez alors le verre en le replongeant dans l'océan, l'eau que vous puiseriez recèlerait elle-même une centaine de molécules venues du premier verre. Ce petit rappel permet de comprendre que les atomes d'oxygène dans vos poumons sont déjà passés dans ceux de millions d'hommes. Vous avez en vous un peu du corps de César, Louis XIV et Albert Einstein, un peu d'une myriade de célébrités et d'inconnus. Des milliards d'autres reprendront l'air de vos poumons. C'est une loi de la nature, et il en va de même pour les atomes de votre cerveau, de même pour les influences. Bonnes ou mauvaises, vous les recevez
innombrables. Bonnes ou mauvaises, vous les diffusez. Vous n'avez pas le choix. Quelle que soit votre action, vous influencez vos semblables à chaque instant de votre vie et au-delà. Combien de gens ne le comprennent pas? Et ils se bercent d'illusions. Je suis contre la manipulation, disent-ils. Je me refuse le droit de diriger autrui. Je veux ne faire de mal à personne. Je n'accepte pas d'être influencé. Je décide seul. Je refuse d'influencer. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut, à condition de ne pas intervenir dans la sphère personnelle des autres. Belle et généreuse formule. Ne voyez-vous pas maintenant qu'elles sont entachées d'erreurs profondes? Elles semblent refuser les lois de l'univers. Nous, les humains, nous sommes tous interdépendants. Nous sommes tous des influenceurs et des persuadeurs. Dans un certain sens, nous sommes tous des vendeurs. Vendeur. Voilà un mot qui, dans beaucoup d'esprits, est alourdi d'une charge négative. Les gens n'ont pas compris la nécessité, la fatalité heureuse, la chance de pouvoir persuader. Ils manifestent une attitude méfiante envers les vendeurs. Et pourtant, sans le savoir, ils passent leur temps à projeter autour d'eux, à vendre leur manière de vivre. Et ils ne sont pas seuls. Chaque cellule vivante, chaque animal, chaque plante fait la même chose. Une graine tombée par terre commence à opposer des racines à la résistance du sol. Elle est destinée à le faire selon les programmes inscrits dans les noyaux de ses cellules. Elle implante le fait que sa vie est la seule juste, sa manière d'exister la seule qui doive triompher dans le présent et le futur. Elle projette ses racines dans le sol et en récompense reçoit l'énergie pour vivre, croître et plus tard se multiplier. Les lois universelles qui dirigent la graine, l'homme s'y conforme lui aussi au niveau des idées et des actes. Il projette autour de lui ses produits et ses idées, il les diffuse. Les idées lui tiennent à cœur et il se trouve conduit à les vendre. Même quand vous démontrez que votre vérité est personnelle, donc relative, et qu'elle ne convient pas forcément aux autres, vous vendez cette idée-là. En vérité, la question n'est plus de savoir si vous influencez les autres, mais comment, dans quel sens et avec quels moyens. Pour vous, influencer représente une nécessité, un droit, une chance et peut-être un devoir. Les personnes qui ne comprennent pas cette loi sont de mauvais persuadeurs, ou plutôt des persuadeurs mauvais, car ils restent persuadeurs. Consciemment ou inconsciemment, ils persuadent les autres avec des moyens médiocres, d'idées médiocres. Pour eux aussi, une telle forme de persuasion représente un droit. Cependant, pour vous qui avez compris, il y a mieux à faire. Voyons les mauvaises méthodes de persuasion. Tout le monde les connaît. S'imposer, écraser, recourir aux arguments fallacieux, tricher, obtenir quelque chose en inspirant volontairement la pitié, recourir à la peur, aux menaces, aux contraintes, au chantage. Bien sûr, ça marche. Nous obtenons des résultats à court terme, mais à long terme, nous construisons une catastrophe. Et puis, quelle méthode, quelle image de nous-mêmes, quelle empreinte négative dans notre inconscient, quel rejet de la succématique. Abordons le domaine de la persuasion positive, sincère, efficace, succématique. Abordons-le en nous débarrassant d'un préjugé tenace. Les mauvais cours de vente colportent depuis longtemps l'idée qu'il est nécessaire de se vendre soi-même, de se faire accepter avant de vendre quoi que ce soit. Commencer par se vendre soi-même représente une manière possible, mais non la seule et sans doute pas la plus efficace. Prenons un cas extrême. Prenons l'exemple d'une prostituée. Elle vend une espèce de service, des illusions, mais pas elle-même. Prenons un artiste, un créatif, un écrivain, un architecte, un cinéaste. C'est lui que je veux et personne d'autre, s'écrie son commanditaire. C'est faux. Il veut son travail, son style, un peu de son talent. Demandez-vous si le succématicien, vous-même, n'a pas intérêt à vendre ses services sans s'investir au point d'ajouter sa personne en prime. Réfléchissez à l'intérêt de garder une certaine distance. Ce que vous vendez y gagnera sans doute du prix. Imaginez qu'un enchanteur sorti des contes de votre enfance vous fasse cadeau d'une baguette magique qui vous permette de convaincre à coup sûr qui vous voulez. Qu'en ferez-vous de cette baguette magique ? Vous lui demanderez certainement de persuader les gens de vous laisser réaliser votre objectif. Bien qu'en pareille situation, beaucoup d'autres à votre place se contenteraient de demander à la baguette des victoires plus faciles et moins belles. Se faire accepter des gens qu'ils convoitent, par exemple. Mais vous, sans doute, voudriez-vous convaincre les autres de quelque chose de plus grand, de plus important, de quelque chose qui vous tient à cœur.
Quelle est cette chose? Ne répondez pas trop vite, car peu de personnes ont réfléchi aussi loin. Pourtant, la baguette, vous la possédez déjà, dans un certain sens. Non seulement vous passez votre temps, volontairement ou non, à influencer les autres, mais en plus, vous possédez un don de persuasion. Tous les jours, plusieurs fois par jour, vous exprimez une idée personnelle, vous discutez les idées d'autrui, vous affirmez une opinion, vous demandez, commandez, ordonnez. Même en obéissant, vous influencez autrui. La manière dont vous accomplissez le service qu'il vous demande va modifier peu ou prou son opinion de vous et même du travail que vous faites. À chaque épisode de notre vie sociale, les plus minuscules, les plus dérisoires ou les plus importants, nous influençons autrui et bien souvent dans une direction mal dominée. Nous le savons. Les discussions des puristes sur la légitimité de convaincre ou d'influencer autrui n'y changent rien. Leurs scrupules les honorent, mais eux aussi passent leur vie à influencer, même en discutant de ce sujet particulier. Notre qualité d'influenceur, de persuadeur, apprenons plutôt à l'utiliser dans un sens honnête et positif. Transformons-le en baguette magique, en outil de notre réussite. De quoi souhaitons-nous convaincre autrui? Nous le savons déjà, de quelque chose qui nous tient à cœur. Ce qui vous tient à cœur, vous en êtes vous-même convaincu. Bien sûr, vous gardez à propos de votre conviction cette honnête prudence qui vous en fait mesurer le caractère personnel et donc relatif. Vous vous dites, voilà ma conviction, un reflet de ma personne, de ma pensée et de mon but. Elle est faite à ma mesure. Cependant, elle seule me permet d'avancer. Elle est le moteur de ma décision et de mon action. Comme de toute manière, j'influence les gens autour de moi. Mieux vaut leur transmettre ce qui possède tant de valeur pour moi. C'est ma chance, mon droit et mon devoir de créature vivante. Oui, votre devoir, dans la mesure où vous vous demandez honnêtement si l'influence que vous exercez est bénéfique à ceux qui s'en trouvent marqués. Posez-vous la question de savoir si vous les persuadez selon leur avantage. Mais n'anticipons pas. Commençons par voir la première règle de persuasion. Si vous voulez persuader quelqu'un de quelque chose, persuader en gardant le respect de vous-même, il est nécessaire que vous soyez convaincu. Sans une telle conviction, vous risquez fortement l'échec et de toute manière, vous ne construirez rien de durable. La deuxième règle veut que vous ayez un but pour la discussion. La démarche persuasive n'est pas sans rappeler votre construction du succès. Elle connaît des règles similaires. Elle aussi a besoin d'une stratégie. Elle obéit à un but. Elle se dirige vers un but. Monsieur Dupont rentre le soir à la maison. La soupe n'est pas faite. Monsieur Dupont va élever la voix et houspiller sa femme qui, si elle le peut, criera plus fort que lui. Quel est le but de la discussion? Obtenir de manger ce soir et demain soir. Mais Monsieur Dupont n'y a même pas songé. Il n'a pas fixé son but en termes spécifiques. Monsieur Blanc rentre à la maison. Même désolation. Monsieur Blanc se dit, dans 1 heure, je serai à table. Il interroge sa femme sans passion. Le problème se révèle plus grave qu'il ne croyait. Sa femme refuse désormais le rôle unique de ménagère. Allons au restaurant pour en discuter, décide-t-il. Au restaurant, par une suite de questions, il l'aide à structurer l'expression de son problème. Et puis elle est contrainte elle-même, par la présence des convives, de se dominer et de s'expliquer sans emportement. Objectif de Monsieur Blanc, dîner en paix tous les soirs. Il découvre avec une sorte de stupéfaction égoïste que la réalisation de son but passe par le bonheur de sa femme. Il aurait dû s'en apercevoir plus tôt. Elle a besoin que je l'aide, remarque-t-il enfin. Et il construit vite une stratégie. Si tu travaillais à l'extérieur, serais-tu plus heureuse, demande-t-il. Ça n'empêcherait pas le travail à la maison, répond-elle. Ça l'empêcherait en partie. Nous pourrions aller plus souvent au restaurant. Et il entreprend de la persuader. En vérité, retravailler lui fait un peu peur. Mais elle le désire profondément. Désormais, Madame Blanc a repris le métier qu'elle exerçait avant son mariage. Elle est plus heureuse. Elle a obtenu ce qu'elle voulait. Alors, Monsieur Blanc est-il le vaincu de la discussion? Une démarche de persuasion ne se mesure pas en termes de victoire et de défaite. Monsieur Blanc a réalisé son but, dîner tous les soirs sans problème, et il a même résolu le problème de sa femme dans la foulée. Il a construit sa stratégie, reconnu et accepté les conditions de réalisation de son objectif. L'exemple vous paraît-il dérisoire?
Notre bonheur de chaque jour n'est pas dérisoire. Et puis souvenez-vous que Talleyrand, Metternich ou Kissinger ne s'y prenaient pas autrement pour négocier les grands traités de l'histoire. Ils avaient un but, un plan stratégique qui, entre autres choses, prévoyait les concessions possibles. Tout acte de persuasion devrait se construire comme le succès de votre vie, en fonction d'un but. Un acte de persuasion, c'est une réussite succématique en accéléré. Et souvenez-vous que si vous renoncez à construire votre persuasion, si vous succombez au verbalisme stérile, sans but précis, vous convaincrez néanmoins votre partenaire. En pareil cas, nous le convainquons souvent de ne pas nous céder. Nous le convainquons même de notre médiocrité. Troisième règle, pour bien convaincre, bien persuader et bien vendre, il est indispensable d'apporter une solution au désir de l'autre. Il faut travailler dans le sens de son avantage. Les bons persuadeurs ne commencent jamais à décrire un produit ou une idée, mais les avantages qu'ils apportent. Le marchand de voitures ne vend pas d'abord les spécificités de la voiture, le taux de compression, l'alternateur à 45 ampères, le pont arrière hypoïde et les rapports de la boîte de vitesse. Non, il vend d'abord la sécurité, l'évasion, l'économie, l'élégance, le standing, le confort. De tels principes s'appliquent quel que soit l'acte de persuasion. Nous sommes tous vendeurs, vendeurs d'un produit, d'un service ou d'une idée. Eh bien, l'idée dont vous avez décidé de persuader autrui doit participer à la solution de ses problèmes ou à la réalisation de ses désirs. Monsieur Blanc le savait. Cette idée doit satisfaire les désirs de votre partenaire et vous devez le savoir aussi avant de commencer. Quand lui-même, ce partenaire, s'en apercevra, pas au moment de la discussion, mais plus tard, il comprendra à son tour et il ira même probablement l'expliquer, votre idée, à d'autres, à des personnes connues de lui et qui ont peut-être les mêmes désirs, les mêmes intérêts. Comment apporter une solution au désir d'autrui? En connaissant ce désir. Pour persuader l'interlocuteur en face de vous, commencez à faire sa connaissance. Commencez à découvrir le problème qu'il aimerait résoudre, à comprendre son intérêt et son désir. Intéressez-vous à lui, interrogez-le. Faites-le parler de lui. Ne parlez pas de vous ou des autres. Restez dans le sujet. Guidez-le par des questions. Comment faites-vous? Comment avez-vous fait? Comment allez-vous mieux faire? Pourquoi faites-vous ceci? Quel résultat avez-vous obtenu? En êtes-vous satisfait? Quels sont vos projets? Reprenez les idées de votre interlocuteur et surtout les mots. Les mots, ces étiquettes libérées sur l'ordre de son inconscient. Les mots rattachés dans son esprit à des images précises et personnelles. Les mots qui vous aident à mieux le comprendre et même à vous mettre dans sa peau. Demandez, que voulez-vous dire par, et vous ajoutez le mot qu'il a lâché. Vous comprenez peu à peu le problème qui transparaît dans les mots. Vous mesurez l'intérêt exprimé. Vous voyez les désirs, conscients ou inconscients. Les désirs jamais avoués explicitement, mais cependant transparents pour vous qui savez écouter. Maintenant, à vous de jouer, dans le sens de votre succès, de votre but, c'est-à-dire la persuasion. Dans le sens des désirs de votre interlocuteur, c'est-à-dire leur satisfaction, la solution des problèmes. Montrez-lui que vous détenez quelque chose digne de l'aider, l'encourager, le soutenir, le pousser à réaliser son but plus vite, plus efficacement, plus facilement. Madame, monsieur, c'est pour cela que je vous parle. J'ai une solution pour vous. Ne croyez surtout pas qu'elle va ou qu'il va tomber d'emblée dans vos bras. Sachez d'avance qu'il ne comprendra pas et n'acceptera pas tout de suite. Il va avancer des objections, des « oui mais ». Peut-être affirmera-t-il « ce n'est pas pour moi, je n'en ai pas besoin ». Alors, renvoyez-lui la balle. Dites-lui « pourquoi ?» L'objection, normalement, se dégonfle toute seule lorsque vous invitez votre interlocuteur à l'expliquer. Par contre, dès qu'il a compris un point de votre argumentation, renforcez-le, enfoncez dans son esprit l'aspect positif du point ainsi perçu. Oui, c'est ça, vous avez raison, vous avez vu clair, votre jugement est parfaitement fondé, excellente interprétation. Ainsi le renforcez-vous, ainsi enrobez-vous sa compréhension d'une confirmation heureuse. Vous créez une graine qui va se planter profondément dans son esprit. Votre interlocuteur s'exclame-t-il « Impossible, ça ne marchera pas, ça ne tient pas debout », ou toute autre réfutation négative. Ne renforcez surtout pas ce qui est négatif. Ne réagissez pas, expliquez autrement, positivement,
et relevez les petits signes positifs qui apparaissent dans ses réponses. Ne luttez pas contre l'interlocuteur, ne jouez surtout pas au bras de fer. Votre objectif ne veut pas que vous ayez raison, il veut que vous persuadiez, que vous fassiez comprendre et soyez compris, non que vous ayez raison. Un succématicien très actif aujourd'hui ne le fut pas toujours. Il nous a démontré plusieurs mois durant l'impossibilité certaine de transformer par la simple persuasion le comportement des personnes abonnées à l'échec. Entre parenthèses, à cette époque, il était lui-même un abonné de l'échec. Nous n'avons jamais discuté pour le convaincre par une réfutation de ses propos, les propos d'un intellectuel qui savait l'art de la dialectique, qui savait avoir raison. Nous l'avons simplement invité à un stage de succématique. Cet homme s'est soudain mis à triompher dans un sens opposé, le sens de son avantage. Souvenez-vous, votre objectif ne veut pas que vous ayez raison, vous. Persuader et gagner officiellement, sont souvent contradictoires. Contentez-vous de réussir discrètement votre objectif. À votre argumentation, votre interlocuteur opposera des objections inattendues et beaucoup de classiques. Les plus fortes sont en général les classiques. Alors prévoyez-les avant même qu'elles ne soient lancées. En voici une. Oui, d'accord pour le principe, mais dans mon cas particulier, ça ne marcherait pas. N'attendez pas que votre partenaire ait avancé cette objection. Dites à l'avance, bien des gens comprendraient les avantages généraux, mais ils n'en affirmeraient pas moins que dans leur cas particulier, ça ne marcherait pas. On me l'a dit 100 fois. C'est incroyable combien les gens sont aveuglés par leur cas particulier. D'ailleurs, chez vous, nous n'avons heureusement pas ce problème. Votre interlocuteur ne va pas risquer cette objection après une pareille réfutation préparatoire. Il ne veut pas se ridiculiser. Montrez immédiatement ce que le produit, le concept, l'idée, le projet accomplira pour lui. Oui, pour lui. C'est là le secret. Les détails techniques sont vos réponses en réserve pour ces questions éventuelles. S'il accepte votre produit ou votre idée, bien souvent sa décision favorable sera entraînée par un seul argument dont vous-même ne pouvez estimer la puissance déterminante avant la discussion. Vous n'êtes pas dans son inconscient. Un agent immobilier nous citait avoir vendu une villa quelconque grâce au rosier vers la porte d'entrée. Son client, sans le savoir, voulait le rosier. Considérez le caractère inattendu de la raison déterminante. Alors ne manquez pas de multiplier les arguments pour augmenter votre probabilité de trouver celui qui frappe la raison et plus encore le cœur. Une personne qui accepte ou achète un produit, une idée, un service, une proposition, consent toujours par l'émotion, même pour un domaine technique. N'oubliez pas cette loi quand vous décrivez la finalité, c'est-à-dire les avantages d'un produit ou d'un concept. N'oubliez pas de citer des détails précis, visibles, palpables de la solution proposée. Fuyez l'abstraction qui s'adresse à l'intelligence. Votre description vise le cœur. Et renforcez les aspects émotionnels que votre interlocuteur a compris. À votre interlocuteur, peut-être l'idée fait-elle un peu peur. Et puis, il ne veut pas admettre que jusqu'à présent, il n'a pas connu, compris, apprécié, utilisé les avantages de votre proposition. Il veut garder la face. Ne l'accablez pas, surtout pas. Saurez-vous le persuader à coup sûr? Jamais de la vie. Si votre interlocuteur n'a pas compris où était son avantage, ne vous fâchez surtout pas. Restez bons amis. En le quittant, laissez un climat positif et cordial. Peut-être comprendra-t-il plus tard, ou peut-être aurez-vous autre chose à lui proposer. Ne manquez pas d'analyser pour vous la discussion. Retrouvez l'argument où vous n'étiez plus convaincant. Vous avez appris quelque chose grâce à la personnalité rencontrée. Vous serez plus efficace, plus persuasif, plus habile, plus sensible la prochaine fois. Souvenez-vous que vous influencez constamment les gens de votre entourage, quoi que vous fassiez ou disiez. Désormais, demandez-vous comment et dans quel sens. Persuader, convaincre positivement les autres représente un art véritable. Vous ne pouvez bien persuader que d'une idée ou d'un projet qui vous tient à cœur. En développant vos méthodes de persuasion, non seulement vous comprendrez mieux les autres, mais vous allez découvrir des richesses, des facultés de raisonnement, des aspects profonds de votre personnalité. Vous allez vous grandir.
persuader autrui dans un sens positif. Persuader de ce qui vous tient à cœur est votre droit, votre chance et votre devoir.